Bonjour, vous écoutez Decade for Change, le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire ? Decade for Change, le podcast, part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Judith de Varenne reçoit Batul Assoun, CEO du cabinet The Salmon Consulting et coprésidente du Club 21e siècle. Elle vient nous parler de la vision qu'elle porte pour cette association qui agit sur le terrain en faveur de l'égalité des chances et de la promotion des talents issus de tous les horizons. Elle nous parle du chemin parcouru par les entreprises françaises en matière de diversité et d'inclusion, des défis rencontrés et des outils concrets dont elles peuvent se saisir pour agir au quotidien. Bonjour Batul Assoun, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Vous êtes venu nous parler de diversité et inclusion et de la manière dont les entreprises se saisissent de ce sujet. Quel constat dressez-vous aujourd'hui ? Avez-vous le sentiment qu'il y a eu des progrès en la matière ces dernières années ? Et si ce n'est pas le cas, quels sont les freins que vous identifiez encore ? Je pense qu'il y a quand même eu des progrès ces dernières années parce que les choses bougent à mon avis de deux côtés. D'abord parce qu'on a les plus jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail et qui incitent les organisations à bouger parce que pour ces plus jeunes générations, c'est important de prendre en compte la diversité, d'ailleurs toute la diversité, toutes les formes de diversité. Et puis, il y a aussi une pression qui vient de la part des investisseurs, notamment anglo-saxons, pour qui ces sujets sont aussi importants. Et quand on parle d'ESG, on parle beaucoup d'écologie depuis quelques années. Mais c'est vrai que le S est en train de remonter. Et puis, même si on est en France et que le sujet est français, depuis l'affaire George Floyd, il y a quand même un avant et un après. Et ça a été un moment où ça a fait une sorte d'électrochoc des deux côtés de l'Atlantique et ça a remis le sujet sur le devant de la table. On commence à avoir envie de bouger. Après, là où il y a encore des freins, c'est que aujourd'hui, c'est pas encore réglé, loin de là. On continue à avoir des discriminations, on continue à avoir des gens qui cachent leurs orientations, quelles qu'elles soient. Pour donner deux exemples, nous au Club 21e siècle, on en reparlera, mais on a fait un sondage il y a pas très longtemps qui montre que 74% des gens qui ont des origines ont des stratégies de dissimulation en entreprise pour ne pas en parler. Et pareil avec une étude, je crois que c'est l'autre cercle qui a fait cette étude-là et qui montre que 7 personnes sur 10 cachent leur orientation sexuelle au travail. Donc les choses sont pas encore complètement réglées. Donc il y a encore des discriminations et c'est bien de continuer à lutter contre les discriminations parce que c'est le premier sujet. Il y a encore des enjeux d'égalité des chances et donc il faut travailler aussi là-dessus. Et puis on y reviendra peut-être, mais je pense qu'il faut aussi aller un cran plus loin et se dire que si on veut régler complètement les choses, il va falloir travailler sur les biais et aussi sur les représentations. Comment on fait pour donner à voir des gens qui sont issus des différentes diversités et qui ont réussi, qui montrent que c'est possible, pour qu'à la fois, d'un côté, quand on est potentiel discriminant, on se dise je peux aller plus loin, je peux faire des choses et il faut que je fasse attention à ça, et je peux recruter des gens qui sont issus de ces diversités par exemple. Et puis quand on est potentiel discriminé, qu'on ne s'auto-censure pas, parce que le problème il vient souvent des deux côtés, et qu'on se dise c'est pas parce que je suis de telle diversité ou de telle autre que c'est pas possible pour moi de réussir. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de choses à travailler. Alors les biais que vous évoquez, ça peut être une raison de blocage justement. Est-ce que vous identifiez d'autres facteurs de blocage qui font que les choses avancent mais doucement ? Je pense que, à mon avis, il y a ce que moi j'appelle souvent la machine à excuses. C'est-à-dire que on a tendance à, sous couvert d'un modèle républicain et universaliste français, qui est à la fois exceptionnel puisqu'on a en réalité, derrière cette idée-là, l'idée qu'on est tous égaux, qu'il n'y a pas de race et qu'on est tous des humains, quelle que soit notre diversité. C'est un très bel idéal, mais sous ce couvert-là, on ne veut pas mesurer, on ne veut pas avancer. Et donc je pense que ça peut aussi cacher la réalité, et c'est un peu dommage, parce que le premier frein, il est là, il est de pas nommer les choses, comme disait l'autre. Donc ne pas nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde, et je pense qu'il faut commencer par ça, c'est-à-dire les nommer, les mesurer, et savoir de quelle base on part, pour ni les fantasmer, parce que si on parle politique, certains ont parlé de grands remplacements, c'est un fantasme sur certains sujets, et ne pas les sous-estimer en entreprise. Il y a des discriminations, il y a des gens qui sont issus des diversités et qui sont confrontés à des plafonds d'air, donc il faut pouvoir mesurer, pointer du doigt le problème pour pouvoir le traiter derrière. Et alors, vous parliez du rôle des jeunes générations qui s'emparent vraiment de ces questions.
Comment vous observez la rencontre ou le dialogue qui s'établit entre ces générations-là et peut-être les générations du dessus? Est-ce qu'elles se parlent? Est-ce qu'elles s'entendent sur ces sujets? Alors, déjà, il y a un concept qui est important à reposer, c'est qu'aujourd'hui en entreprise, on a 5 générations qui cohabitent. C'est la première fois qu'on a autant de générations qui cohabitent au sein des organisations. Et pour moi, il ne faut pas les opposer. Oui, les jeunes générations peuvent apporter un regard frais, une autre façon de voir les choses, des nouvelles valeurs et des nouvelles envies. Mais pour autant, il y a des jeunes qui sont réacs et qui ne savent pas forcément à quel point c'est important de traiter ces sujets-là. Et on a des personnes plus âgées, d'autres générations qui sont aussi très partantes. Donc pour moi, en fait, ce qu'apportent les jeunes générations, c'est plutôt de mettre le sujet sur la table. Et derrière, c'est à toutes les générations de parler, de travailler ensemble pour trouver les solutions. Parce que quand on parle de diversité, ça, on l'a pas dit, mais il faut partir d'une définition. C'est quoi la diversité? La diversité, en fait, c'est pas les minorités versus la majorité. La diversité, on est tous divers, puisqu'on a tous une singularité. Et pour moi, c'est la diversité et l'inclusion. Quand on parle de ce thème-là, c'est d'abord de se dire, on a tous une singularité et il faut respecter les différentes singularités. Et le deuxième pilier qui est tout aussi important, c'est je respecte les singularités et je leur permets de s'exprimer. Et typiquement, pour régler les problèmes de diversité et d'inclusion, les différentes générations sont importantes puisque on a des singularités. Être un senior, par exemple, dans une entreprise, c'est une singularité, c'est une forme de diversité. Et elle aussi doit pouvoir être incluse dans l'entreprise, se sentir bien, apporter son expérience aux autres. Donc c'est uniquement quand les générations travailleront ensemble qu'on réglera aussi le problème de fond. Alors, j'attire votre attention sur une étude récente qui a été publiée par le cabinet de conseil McKinsey qui indique que 70% des dirigeants interrogés déclarent que leurs organisations expriment des aspirations transformatrices en matière de diversité et inclusion, mais seulement 47% estiment disposer de l'infrastructure nécessaire pour mener à bien ces politiques de diversité et inclusion. Comment est-ce que vous comprenez ce chiffre, finalement ? Et selon vous, quelle serait cette infrastructure nécessaire qui leur manque aujourd'hui? Où est-ce qu'il faut accélérer en fait? De quels outils ils pourraient se doter en plus? Je reprends mon expression de machine à excuses. Je pense que la machine à excuses, c'est trouver des excuses pour ne pas avancer. Je pense que les organisations sont tout à fait aptes et à même de travailler sur ces sujets-là et sont déjà pas mal équipées. Il y a de nombreuses grandes entreprises, mais même des plus petites, parce qu'il ne faut pas oublier que finalement le tissu social économique français, c'est beaucoup de TI, de TPE, de PME. Ces entreprises-là ont des RH qui savent traiter ces sujets-là. Dans les plus grandes entreprises, on a des responsables diversité et inclusion. Donc, je pense que les entreprises sont équipées. Après, il faut prendre les sujets, et c'est en tout cas comme ça que les entreprises le font, un par un. Donc, quand on leur parle de diversité d'origine, souvent pour ces entreprises, c'est encore un peu loin. On va déjà traiter le sujet des femmes, ce sera pas mal. Donc, il faut y aller petit à petit. Maintenant, pour aller plus loin, on peut faire la technique des petits pas et de se dire, on va traiter une diversité après l'autre, pourquoi pas. Et puis, surtout, l'excuse qui est souvent donné sur la mesure, c'est qu'effectivement, si on veut régler les problèmes, il faut savoir d'abord les mesurer. Alors, certaines diversités sont faciles à mesurer, typiquement la diversité de genre, homme-femme, c'est facile, on a les informations. Sur d'autres diversités, c'est parfois plus compliqué. Le handicap, par exemple, même s'il y a des lois, etc., certaines personnes ne veulent pas se déclarer handicapées, donc la réalité n'est pas toujours facile à mesurer, mais des outils existent. C'est pareil sur la diversité d'orientation sexuelle, par exemple, les gens commencent à être OK pour qu'on le mesure en entreprise. Et sur la diversité d'origine, qui est le plus loin, c'est là où alors la machine à excuses fonctionne à plein. Sous prétexte qu'en France, je reviens à l'idée de modèle universaliste et d'idée qu'on n'a pas de statistiques ethniques, on ne veut pas mesurer. En réalité, c'est faux. Avec le Club 21e siècle, et avec McKinsey en l'occurrence, on a mis en place un baromètre pour mesurer la diversité d'origine, qu'elle soit géographique ou sociale. Et en fait, c'est assez simple. Ce n'est pas des statistiques ethniques. C'est une question très simple qu'on pose de façon confidentielle, anonyme et à condition que les personnes aient envie de répondre. Il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est légal. Ça a été vérifié avec la CNIL, les défenseurs des droits, etc. Il suffit de demander aux gens, quel est le lieu de naissance, par exemple, des parents et de vos grands-parents? Et en remontant aux ascendants, en fait, on peut reconstituer les origines. Donc, en fait, on a tout ce qu'il faut en France pour mesurer. Les entreprises sont tout à fait capables d'avancer et sont déjà équipées, à mon avis. Évidemment, on peut toujours faire mieux, on peut toujours aller plus loin. Et c'est le rôle d'associations, c'est le rôle d'organismes, des entreprises aussi, elles-mêmes avancent, comme d'organismes comme peut-être
le MEDEF ou Mouvement Impact France. Et donc c'est ensemble qu'on doit créer des référentiels communs pour permettre aux entreprises d'avancer, parce que quand bien même certaines avancent, elles ne le font pas toutes, et puis quand elles le font pas forcément avec des outils communs. Et le Graal, entre guillemets, ça serait d'avoir ces outils communs, avec des référentiels communs, peut-être en open source demain, pour que l'ensemble des entreprises utilisent les mêmes. Et je parle d'entreprises ou d'organisations au sens large, parce que dans le monde politique, ça peut être la même chose. L'État est un employeur et peut tout à fait aussi reprendre ces outils-là. Et alors, si on parle des entreprises, justement, qui peut-être se sont le plus saisies des outils à leur disposition et sont allées le plus loin en la matière, est-ce que vous identifiez certaines industries qui sont à la pointe sur ces sujets par rapport à d'autres ? Alors, en taille d'entreprise, c'est sûr que plus on est gros, plus c'est facile parce qu'on est plus équipé et qu'on a des ressources dédiées, donc ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont meilleurs que d'autres ? Pas forcément. Je dirais que les entreprises qui avancent le plus sont souvent celles qui ont des clients de la diversité. Si je suis une entreprise cosmétique par exemple et que je veux vendre des choses aussi bien à des femmes qui ont des cheveux bouclés qu'à des femmes qui ont des cheveux raides, que à des hommes, que à des peaux de toutes les couleurs, forcément j'ai envie d'avoir une entreprise qui ressemble à mes clients, puisqu'on sait que les clients sont en attente de ça. Donc en fait, celles qui ont des clients de la diversité très divers sont celles qui avancent le plus vite. Après, il faut faire attention parce qu'elles peuvent avancer, comme on a eu le greenwashing, on peut avoir du diversity washing, donc elles peuvent avancer certaines en communication, etc., et pas forcément dans les faits, c'est-à-dire dans leur entreprise, est-ce qu'elles ont dans leurs collaborateurs beaucoup de diversité ? Et je vais un cran plus loin, c'est très bien et c'est très facile d'avoir de la diversité en bas de l'échelle, mais est-ce qu'elles en ont aussi jusqu'à tout en haut ? Et c'est aussi ça qui est important, et c'est ce à quoi nous on travaille et ce sur quoi on se focus au club du XXIe siècle, c'est est-ce qu'on a jusqu'à tout en haut des gens de la diversité qui sont représentatifs ? Il faut que dans les COMEX, par exemple, d'entreprise, ça soit représentatif de la population française. Il n'y a pas de raison que ce soit que des hommes blancs de 50 ans. Et puis, dans celles qui avancent très vite, il y a celles qui ont besoin de recruter. Celles qui sont dans des marchés pénuriques sont aussi celles qui avancent le plus sur la diversité parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc, c'est peut-être un peu pragmatique, pour pas dire cynique, mais comme elles ont un vivier de recrutement à aller chercher qui est énorme, et il y a beaucoup d'entreprises dans ces cas-là, celles-ci avancent très vite sur la diversité aussi parce qu'elles n'ont pas le choix. Alors moi, j'essaye toujours de voir les choses avec de façon optimiste et le verre à moitié plein. Et imaginons, en tout cas, essayons d'imaginer que ça va être quelque chose qui va inciter les entreprises aussi à regarder de plus près la diversité pour pouvoir aller chercher un maximum de talents, parce qu'on a besoin de tout le monde pour faire avancer la France, tout simplement. Si on regarde au-delà des frontières de la France, est-ce que à l'étranger, vous avez observé certains pays, justement, être un peu plus en avance sur ces sujets ? Comment est-ce que la France se situe par rapport à ses voisins, par rapport à d'autres pays européens ? Là aussi, ça va dépendre vraiment des cultures, même si on regarde au niveau mondial. La France n'est pas forcément mauvaise. On a un vrai sujet sur la diversité d'origine, c'est le sujet que je traite moi particulièrement, mais sur toutes les autres diversités, typiquement sur la diversité homme-femme. Alors évidemment, il y a des pays nordiques notamment qui ont avancé plus vite que nous, mais les lois comme la loi Rixin ou comme la loi Copé-Zimmermann ont permis de faire avancer les choses, par exemple sur la diversité de genre, jusqu'à tout en haut, justement. Donc c'est une bonne chose. Donc je pense pas que la France soit particulièrement en retard. En tout cas sur l'ensemble des sujets de diversité. Par contre, sur les sujets de diversité d'origine, oui, là, on est un peu plus en retard et on a du mal. C'est un sujet qui est tabou en France. Il faut réussir, ça c'est mon avis en tout cas, à apaiser le débat là-dessus, le poser, parce qu'en fait, c'est vraiment de ça dont on a besoin demain. En fait, les évolutions à la fois sociétales, démographiques, technologiques, etc., font qu'on va avoir besoin de tout le monde et que la France aura à la fois à accueillir certaines populations pour des raisons qui peuvent être écologiques comme économiques, comme de guerre, on l'a vu ces derniers temps, mais elle aura aussi à tirer bénéfice de ces nouvelles personnes qui peuvent apporter énormément. Et c'est d'ailleurs pour cette raison historiquement qu'on a créé le club, c'était de montrer d'abord que la diversité d'origine apportait déjà beaucoup à la France, et c'est un club qui réunit des personnes qui ont déjà réussi quelque part, donc voilà, on apporte déjà quelque chose à la France. Moi typiquement, j'ai créé une petite entreprise au sein d'un grand groupe, j'ai presque 20 personnes dans mon équipe, j'ai l'impression quand même d'être utile à la France, pour donner un exemple très concret, et puis jouer le côté rôle modèle et inciter les prochaines générations à réussir aussi, comme je disais tout à l'heure, en travaillant sur les représentations, pouvoir être rôle modèle pour leur montrer que c'est possible, qu'eux aussi n'ont pas à censurer, ils peuvent aller le plus loin possible dans leurs études, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Dans mes études, moi, j'ai eu la chance d'être dans une école qui s'implique beaucoup sur ces sujets-là, qui est l'ESSEC, et qui avait créé un programme qui s'appelle Une grande école, pourquoi pas moi, qui fête ses 20 ans cette année. Et l'idée, c'était exactement ça, c'est de prendre des personnes qui viennent de quartiers plutôt difficiles, mais qui sont bons scolairement, et les pousser, leur montrer que c'est possible, pour qu'ils cassent l'ensemble des plafonds de verre qu'ils auraient pu subir, et qu'ils aillent le plus loin possible dans leur
potentiel, quelle que soit la voie qu'ils choisissent. Mais vraiment de les pousser, qu'ils se disent pas ah non, j'ai pas accès à ces études-là parce que j'ai pas d'argent ou parce que je connais pas. Alors, vous parlez du sujet de diversité d'origine en France où il faut qu'on accélère, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la diversité sur lesquels vous sentez qu'on ne s'est pas encore suffisamment emparé de ces sujets? En tout cas, les entreprises ici sont en retard. Pareil, je ne sais pas si c'est en comparaison avec d'autres pays, mais en tout cas, sur les sujets de handicap, on n'est pas encore très bon, je pense. Sur tout ce qui est LGBT, etc., je pense qu'on est assez bon, mais là encore, attention, on a des biais nous-mêmes. On est dans un prisme très parisien, par exemple, et je ne sais pas si c'est aussi facile dans les territoires. Donc peut-être que là-dessus aussi, il y a des progrès à faire. Et mon ressenti est là, c'est qu'il y a de toute façon, quand bien même le point de départ serait bon, on peut toujours faire mieux. Ça fait maintenant 1 an et demi que vous êtes à la tête du club 21e siècle, aux côtés d'Elsa Mainville. Comment envisagez-vous l'avenir? Quelle est la feuille de route que vous vous êtes fixée pour les prochaines années et sur quel levier d'action souhaitez-vous agir prioritairement? Alors, on a d'abord une activité de plaidoyer et pour moi, l'objectif, c'est de pousser nos idées et d'apaiser le débat sur la question de la diversité d'origine notamment. Donc ça, c'est notre premier challenge. Le deuxième, comme je disais, c'est de continuer à mesurer pour qu'on parte de quelque chose de réel. Donc on a notre baromètre, on va lancer la 2e édition. Donc je fais un appel d'ailleurs à toutes les entreprises. On va viser sans doute le SBF 120, donc toutes celles qui ont envie de participer à ce baromètre, qu'elles n'hésitent pas à se manifester. Et puis, une fois qu'on a mesuré, c'est bien, mais il faut aussi faire bouger les choses et mettre en place des actions très concrètes. Et on a, nous, des programmes typiquement comme Révélateur, qui est un programme à destination des femmes issues de la diversité, pour les aider à casser le double plafond de verre auquel elles peuvent être confrontées. Et donc voilà, on réfléchit, on pousse des idées, on mesure et on agit par du mentorat. Et oui, comme je le disais aussi tout à l'heure, ce qui est important, c'est continuer à lutter contre les discriminations, promouvoir l'égalité des chances, mais aussi changer les représentations. Et on est en train de travailler sur une campagne qui devrait être visible autour de septembre-octobre sur les héros de la diversité. C'est montrer des personnalités issues de la diversité, plutôt du passé, qui ont réussi pour là aussi travailler les représentations qu'on peut avoir. Merci Batoul Hassoun d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir.